Il est fréquent d'invoquer Nietzsche pour défendre les classes dominantes. L'argument paraît simple. Puisqu'il valorise l'effort et dénonce la morale du ressentiment, toute critique de la grande bourgeoisie ne serait qu'une réaction des faibles, incapables d'assumer la réussite et la puissance d'autrui. La condamnation de la richesse ou de la domination économique serait alors une simple inversion morale, typique de la révolte des esclaves. Cette lecture est séduisante, mais philosophiquement fragile. Nietzsche ne confond jamais la force et la position sociale. La puissance n'est ni la richesse, ni le pouvoir. Elle désigne une capacité créatrice, une affirmation, l'aptitude à produire ses propres valeurs. Rien ne permet donc d'identifier mécaniquement une classe dominante à une classe de forts. Car la grande bourgeoisie ne tire pas sa richesse du travail ou du mérite, mais de l'héritage et de l'exploitation des travailleurs, le tout protégé par un cadre légal. Car c'est le capital, c'est-à-dire la propriété des moyens de production, qui tend à garantir une position hiérarchique avantageuse, indépendamment du talent individuel. Or, la protection systémique, le besoin de garantie, l'attachement défensif aux structures établies relèvent davantage de la conservation que de la création. Ce n'est pas la marque d'une puissance affirmative, mais là encore d'une peur, d'un ressentiment face à la vie elle-même. Nietzsche ne fut ni théoricien du marché, ni défenseur des droits naturels, ni apologiste de la propriété lucrative comme principe moral. Il méprisait d'ailleurs la bourgeoisie moderne qu'il jugeait médiocre. En fait, la grande bourgeoisie, de par sa position sociale confortable, son instinct de préservation et son consumérisme, se rapproche plus de ce que Nietzsche appelait le dernier homme que du surhumain. Qualifier toute critique de la grande bourgeoisie de ressentiment constitue un raccourci. Il est possible que certaines attaques soient motivées par l'envie ou la rancœur. Mais il est tout aussi possible qu'elles visent non des individus en tant que tels, mais une architecture institutionnelle qui concentre et fige la puissance au lieu de la multiplier. La question devient alors décisive. Les grands bourgeois sont-ils réellement forts au sens nietzschéen ? S'ils sont créateurs, inventifs, capables d'initiative, leur puissance devrait pouvoir se manifester sans dépendre structurellement de privilèges légaux, d'exonération face à l'impôt ou de possessions héritées. Le travail, le savoir-faire et l'audace peuvent conduire à l'indépendance économique. Mais lorsque la puissance repose principalement sur la rente, la garantie institutionnelle ou l'exploitation organisée du travail d'autrui, on n'est plus face à une affirmation créatrice, mais face à une puissance sécurisée. Mon opposition ne vise donc pas des individus en tant que personnes, mais une configuration économique et juridique. Il ne s'agit pas d'haïr les dominants, ni d'inverser mécaniquement la hiérarchie morale. Il s'agit de refuser l'idée qu'une classe sociale puisse être ontologiquement qualifiée de forte ou de faible. J'ai déjà entendu des camarades dire qu'il fallait tuer les grands bourgeois. Il s'agit pour moi du même ressentiment que le raciste qui veut tuer les Arabes, de l'islamiste qui veut tuer les infidèles, de la victime qui veut voir le criminel souffrir. Cela ne produit que de la boue. Vous l'aurez compris, je ne suis pas de la morale pacifiste qui ne peut conduire qu'à la soumission. Mais je ne suis pas non plus de la morale du ressentiment et de la vengeance. La violence doit toujours être inscrite dans un rapport de force mesuré, ponctuel et stratégique, et surtout envisagée en ultime recours. Elle ne peut se substituer au débat rationnel et à la capacité à convaincre.